Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, visiblement, vous êtes une dizaine. Attendez, je vais me mettre en plein écran. Est-ce que l'un de vous peut prendre la parole si soit vous m'entendez pas, soit il n'y a pas de... Soit si vous ne voyez pas mon topo, parce que je n'ai pas l'habitude du logiciel. On ne peut pas prendre la parole dans un webinaire. Ah, vous ne pouvez pas prendre la parole, pardon. Et vous ne pouvez pas envoyer un chat? Ouais, il y a des questions écrites. Alors, est-ce que quelqu'un peut envoyer un petit message pour confirmer que vous voyez, vous entendez bien? Est-ce que ça va pas dans questions? Oui, c'est dans les questions. Ah, pardon, d'accord. Merci. Bon. Bah, ça m'ennuie de commencer en n'ayant aucun... Ah, c'est bon. Ok, super. D'accord. Bah donc, bonjour à tous. Je m'appelle Anna Moati, je suis chef de clinique ici à Saint-Louis, donc dans le service d'oncohématologie, le service de professeur Thieblemont, qui traite les lymphomes. Et donc, on m'a chargé de vous faire ce petit cours de phase socle sur les lymphomes non-hodgkiniens indolents. Donc, j'ai fait un cours qui est, je pense, pas trop lourd, pas trop indigeste, j'espère. Donc, je pense qu'on a plutôt le temps de discuter un petit peu et que vous m'interrompiez au fur et à mesure. Donc, je crois que sur ce logiciel, vous ne pouvez pas intervenir à l'oral, mais n'hésitez pas à poser des questions par écrit. Et puis ceux, bien sûr, qui sont en chair et en os devant moi, à m'interrompre aussi. Je ne sais pas si vous entendrez leurs questions, sinon je vous les retransmettrai. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas très bien qui vous êtes. Si vous êtes plutôt les DFMS d'autres services, si vous êtes tous en région parisienne, dans quel service vous êtes, ce que vous avez fait avant pour ceux qui ne sont pas en premier semestre. Bon, bah, c'est pas grave, vous m'interrompez. J'espère que ce que je vous raconte sera à peu près adapté à vos connaissances. Alors, pardon, je vais juste essayer de enlever ça. Pas très pratique. Ok. Donc du coup, les lymphomes, comme vous savez, sont composés de tout un tas de catégories très variées. D'après la dernière classification OMS, on a quasiment 80 sortes, 80 sous-types de lymphomes différents. Donc évidemment, c'est pas des choses qu'on voit au quotidien. On surfe sur vraiment quelques entités qu'on voit fréquemment et les autres sont des choses extrêmement rares. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment un panel de maladies très variées. Et le plus fréquent étant le lymphome B diffus à grande cellule, qui est donc le lymphome agressif le plus fréquent. Et parmi les lymphomes indolents, je vous ai encadré en rouge ceux qu'on considère en général comme indolents. Donc il y a le lymphoplasmocytaire ou lymphoplasmacytique en anglais, qui est l'équivalent de la maladie de Waldenström que je ne traiterai pas dans ce cours. Le lymphome de la zone marginale dont on va discuter après, le lymphome folliculaire dont on va discuter après, et le lymphome lymphocytique qui est en fait la version solide de la LLC, donc qui est également une maladie qui se traite de la même manière que la LLC et que je ne traiterai pas non plus pendant ce cours. Le lymphome du manteau, je l'ai entouré parce que dans certaines classifications, ça rentre. Certaines personnes considèrent que ça fait partie des lymphomes indolents. En réalité, il y a plusieurs sous-catégories de lymphome du manteau, dont en effet une forme, mais qui reste très rare, qui est la forme qu'on appelle splénique et leucémique, qui s'apparente un petit peu en termes de présentation clinique et biologique et d'évolution à un lymphome de la zone marginale splénique et qui est en effet indolente et que parfois on peut se permettre donc de ne pas traiter, mais qui est vraiment une forme très rare et les autres formes plus classiques de lymphome du manteau n'appartiennent pas au lymphome indolent. Donc je ne vais pas non plus parler du lymphome du manteau aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le lymphome folliculaire et le lymphome de la zone marginale. Donc le lymphome folliculaire, pour commencer, vous savez probablement que la translocation qui en général est associée à ce lymphome, c'est la translocation 14-18, avec le schéma qui est représenté ci-dessous, avec une représentation des sondes de Fish.
Ça concerne en fait plus de 90% des lymphomes folliculaires, mais il existe des lymphomes folliculaires qui ne sont pas porteurs de cette translocation et qui peuvent être porteurs d'autres anomalies cytogénétiques, comme par exemple la DEL1P36 ou simplement d'autres mutations. Parfois, on ne retrouve pas d'anomalies cytogénétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a également une forme de lymphome folliculaire qui s'appelle le lymphome folliculaire de type pédiatrique, qui est présent chez des enfants, mais parfois aussi chez des jeunes adultes, qui est une entité histologique à part et qui est une maladie très rare dont je ne vous parlerai pas non plus spécialement aujourd'hui. En termes d'anapath, je ne vais pas rentrer dans des détails très précis, mais c'est juste pour que vous ayez un petit peu une idée. Vous savez probablement que c'est un lymphome qui se présente sous forme nodulaire. Vous voyez que ça forme des ronds, hein, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de voir des lames d'anapath. On a une destruction de l'architecture du ganglion, sinon on ne pourrait pas parler de pathologie maligne, même si parfois, au premier coup d'œil, on peut avoir l'impression de juste voir sur la coloration HES des follicules activés, et il faut se pencher d'un petit peu plus près pour voir que l'architecture quand même est détruite et que ce ne sont pas juste des follicules normaux. L'immunohistochimie, bien sûr, va vous aider. Et pardon, avant de passer à l'immunohistochimie, juste sur l'aspect cytologique des cellules. Donc, quand vous zoomez un petit peu, je crois que j'ai des photos après qui sont un petit peu mieux définies. Et vous allez avoir des lymphocytes qui sont, voilà, c'est plutôt cette photo-là, des cellules, pardon, qui sont de petite taille, qui ont, c'est ce qu'on appelle des centrocytes, hein, donc ce sont les cellules normales qu'on retrouve dans le centre germinatif, et l'aspect cytologique des cellules du lymphome folliculaire ressemble tout à fait aux centrocytes physiologiques. Donc ce sont des cellules de petite taille avec un noyau qui est un petit peu allongé, qu'on décrit souvent comme étant en semelle de chaussure. Et voilà, une chromatine qui paraît plutôt dense, des cellules qui n'ont pas toutes exactement la même forme, mais voilà, globalement, ça donne ça. Et au sein de ces cellules centrocytiques, vous avez quelques cellules de grande taille. On va en reparler justement en fonction des différents grades, qui sont les centroblastes, qui sont aussi des cellules qui sont présentes physiologiquement dans le centre germinatif et qu'on va quantifier. On en reparlera juste après. Et puis, vous allez aussi observer des cellules dendritiques folliculaires, qui sont ces cellules-là avec deux noyaux accolés. Voilà, qu'on décrit souvent quand on monte aux externes, on dit qu'il faut chercher la cellule avec les deux noyaux qui sont un bisou. Donc ça va être, en fait, ça va ressembler plus ou moins à un aspect normal de centre germinatif, mais avec un peu plus de centrocytes, on va dire. En immunohistochimie, ça va être CD20, donc vous savez que c'est le marqueur B par excellence. Ça va être BCL2 fort, et ça c'est anormal, parce que vous savez, dans le centre germinatif, enfin peut-être que ça fait appel à des notions qui sont un peu lointaines pour vous, je ne sais pas, c'est un endroit où se passe donc toute une phase de maturation des lymphocytes B, avec notamment, vous savez, les hypermutations somatiques, les commutations isotypiques, etc. Où il y a énormément de divisions cellulaires et vous avez énormément de divisions cellulaires. C'est un endroit où le Ki67 va être naturellement assez élevé. C'est pas un endroit où l'apoptose est très importante. Donc normalement, BCL2, qui est une protéine anti-apoptotique, excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux. Comme BCL2 c'est une protéine anti-apoptotique, normalement, elle est très peu exprimée dans le centre germinatif. Parce que justement, excusez-moi, vous allez avoir beaucoup de divisions cellulaires et également beaucoup d'apoptose. Dans le lymphome folliculaire, justement, BCL2 va être surexprimé du fait de cette translocation 14-18, qui donc implique BCL2 et le promoteur du gène, les chaînes lourdes de l'immunoglobuline, de l'IGH, et donc BCL2 va être surexprimé par ce biais. Le CD3, qui est donc le marqueur T, va être faiblement représenté, ça représente juste en fait les lymphocytes T qui accompagnent les lymphocytes B, et le Ki67 va être anormalement faible, puisque comme je vous disais, donc dans le centre germinatif, il est censé être au contraire très élevé. Et là, c'est justement un caractère un peu particulier finalement d'une tumeur où dans le versant tumoral, on a moins de prolifération en fait que dans le tissu physiologique correspondant. Et par ailleurs, vous allez observer les marqueurs centrogerminatifs normaux qui sont le CD10, le BCL6, et ce qui est important, c'est que ça va être CD5 négatif. Enfin, en tout cas, vous allez observer un petit peu de CD5 comme pour les CD3, ça va marquer vos petits lymphocytes T, mais pas vos cellules B. Voilà, contrairement à certaines autres hémopathies B, notamment la LLC et le lymphome du manteau, qui peuvent être CD5+.
Voilà pour la description anapathe. Maintenant, ce qui est important, une fois qu'on suspecte un diagnostic de lymphome folliculaire, ça va être de donner un grade histologique, donc à pas confondre avec le stade d'Ann Arbor. Le grade, c'est vraiment en anapathe, et ça va dépendre en fait de votre pourcentage de centroblastes, donc les grandes cellules que vous avez par exemple ici, des cellules avec un noyau qui est quand même beaucoup plus gros que les centrocytes, avec une chromatine plus lâche, et on va les quantifier par champ. Si on en a moins de 15 par champ, un grossissement 40, on considère que c'est un grade 1-2, c'est-à-dire le grade le plus faible en termes de prolifération. Et on ne dissocie pas le grade 1 et le grade 2. Vous pouvez trouver des définitions distinctes, mais en réalité, on parle toujours de grade 1-2. Ça n'a pas de distinction à faire cliniquement. Le grade 3A, on va avoir plus de 15 centroblastes par champ, mais qui sont non cohésifs. Et le grade 3B, vous allez carrément observer des plages de grandes cellules comme ici, qui ressemblent en fait tout à fait à du lymphome B diffus à grandes cellules. Et en pratique, on considère que les lymphomes folliculaires grade 3B se traitent comme des lymphomes B diffus à grandes cellules. Donc ça, c'est juste une petite diapo, vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais sur la pathogénèse, la physiopathe du lymphome folliculaire. En fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que cette T14-18, elle survient de manière très très précoce. Et ça ne va pas être l'élément déclenchant finalement du lymphome. Ça va être quelque chose qui survient très en amont, donc dans la moelle osseuse. Les cellules vont sortir de la moelle, vont aller dans le ganglion, et on sait même qu'on trouve chez une proportion assez importante en fait, de la population, notamment chez les personnes âgées, des cellules circulantes, des cellules B dans le sang, qui sont porteurs de cette translocation. Et on peut tout à fait être porteur de cette translocation sans jamais développer de lymphome. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas suffisant pour constituer le lymphome folliculaire. Donc les cellules vont arriver dans le centre germinatif, elles vont faire tout leur pataquès de maturation, etc. Elles vont sortir du follicule, et puis en fait, au fur et à mesure, elles vont probablement acquérir des mutations secondaires, donc qui sont appelées ici second hit, et qui vont réellement déclencher du coup le processus tumoral. Par rapport à l'évolution clonale, là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était juste pour que vous ayez une idée assez grossière, on va dire, de ce qui est modélisé, ce qui peut être modélisé. C'est que quand on est sur un processus de lymphome qui va se transformer, donc initialement, vous avez cette T14-18 qui est donc très en amont, qui va acquérir des mutations parmi les plus fréquentes qui sont notées ici, qui vont déclencher justement le processus tumoral, donc le lymphome folliculaire. Et ce qu'on considère probablement, c'est qu'un sous-clone parmi ces cellules-là vont acquérir de nouvelles mutations, notamment des mutations de prolifération comme MYC-TP53, qui vont déclencher la transformation en une maladie plus agressive, très fréquemment, donc le plus classiquement étant le lymphome B diffus à grande cellule. Et quand on est juste sur une progression sous traitement, il ne s'agit pas forcément d'un sous-clone, ça peut être pas forcément d'un sous-clone, en tout cas aussi minoritaire, et ça va être une acquisition progressive de différentes mutations, sans passer forcément par des mutations aussi actives sur la prolifération cellulaire en cas de transformation. Donc les fameuses transformations, on considère qu'elles surviennent à peu près à échelle de 3% par an, ce qui est quand même pas rien pour un patient qui va être diagnostiqué. Quand on a des patients qui sont diagnostiqués à l'âge de 40 ans, on en voit quand même quelques-uns en consultation. Au bout du compte, ils ont quand même un risque qui est vraiment non nul de progresser et de se transformer. Le plus classique, c'est vraiment la transformation en lymphome B diffus à grande cellule de type GC. Ça peut notamment, alors type GC, je ne sais pas si ça vous parle, Simon, ça doit sûrement te parler, mais les autres peut-être pas, pour ceux qui n'ont pas de lymphome. C'est une classification initialement immunohistochimique en fait. C'est un score qui s'appelle le score de Hans, H-A-N-S. Je vous laisserai regarder, mais c'est sur 3 marqueurs qui sont le CD10, le BCL6 et MEM1. Selon la positivité ou la négativité de ces marqueurs, on établit si les lymphomes B diffus à grandes cellules sont plutôt d'origine centro-germinative, donc GC, ou ABC, ou Activated B Cell, ce qui veut dire post-centre germinatif. Donc en général, le lymphome folliculaire étant une maladie du centre germinatif,
le lymphome à différentes cellules qui va être la conséquence de la transformation est de type GC. Et on parle de double hit, et là on n'est plus en immunohistochimie mais en cytogénétique, quand il y a un réarrangement de MYC et de BCL2 ou de BCL6. Et ce sont des lymphomes à différentes cellules qui sont de beaucoup plus mauvais pronostics, hein, les double hits, pour ceux à qui ça parle pas beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on appelait le syndrome de Richter. Ouais. S'ils expriment sans être arrangés. La surexpression, c'est pas un hit, c'est vraiment, ouais. Le lymphome à différentes cellules peut surexprimer MYC et BCL2, ce qui est en soi un facteur de mauvais pronostic. Et dans ce cas, on parle de double expresseur, mais c'est pas du tout la définition de double hit, c'est vraiment en fiche, c'est vraiment histogénétique. Donc oui, ce que vous avez peut-être appris dans vos cours, et d'ailleurs ce qu'on dit encore souvent un peu par abus de langage, c'est le syndrome de Richter, comme pour la LLC. C'est un terme qu'il faut vraiment éviter d'utiliser parce que c'est pas très précis. Voilà, une transformation, on sait que ça peut être en d'autres entités que le lymphome à différentes cellules. Il vaut mieux préciser quelle est la maladie initiale et en quoi ça s'est transformé plutôt que juste parler de Richter. Donc ça peut aussi se transformer en d'autres maladies, plus rarement, mais ça existe, notamment le Hodgkin classique. Et ça peut aussi rarement donner des lymphoblastiques. La présentation clinique, donc vous en avez peut-être déjà vu des lymphomes folliculaires. Comme je vous disais, c'est à peu près 20% des LNH de l'adulte. C'est le plus fréquent des indolents, donc si on met à part les lymphocytiques et les LLC. Le plus souvent, ça démarre par une adénopathie asymptomatique. Le plus fréquent, c'est vraiment la personne de 60-70 ans qui va arriver avec une adénopathie inguinale, isolée, sans signes généraux. Ça peut donner très fréquemment un envahissement médulaire, c'est à peu près 70% des cas. Le bilan diagnostique, il inclut bien sûr une imagerie TAP avec un scanner. C'est vraiment ce qui va vous permettre de déterminer le stade d'Ann Arbor, qui est un stade vraiment scanographique. Hein. Et la TEP, c'est pas un examen qu'on va faire forcément systématiquement, en tout cas surtout si on est dans un contexte où on pense que le patient, qu'on va plutôt partir sur une abstention thérapeutique, il n'y aura pas besoin de TEP. C'est vrai qu'on envisage assez facilement la TEP si c'est un patient qui est plutôt jeune, pour qui on va envisager un traitement, ou que bien sûr c'est un patient qui a des signes B ou des LDH élevés, quelque chose qui va vous faire suspecter éventuellement une transformation d'emblée. Le lymphome folliculaire, c'est un lymphome qui est quand même assez glucose avide. Donc en soi, la TEP, elle est rentable si on peut la faire. Voilà. Cliniquement, donc je vous dis, c'est souvent des ganglions, envahissement médulaire. Ça donne aussi assez souvent des atteintes pleurales. Enfin, ça aime bien donner des épanchements. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais ça donne fréquemment acide, épanchement pleural. Il y a un sous-type particulier qui est assez rare, qui est l'atteinte duodénale. Qui est assez caractéristique cliniquement parce qu'en fait, ça donne des atteintes uniquement locales avec des récidives locales. Voilà. Donc, la place de la TEP, justement. Donc, au diagnostic, comme je vous dis, ça peut permettre une meilleure stadification, mais encore une fois, la classification d'Ann Arbor, ce n'est pas une classification de TEP, hein, c'est vraiment une classification de scanner. Le SUV max, donc l'intensité de l'hypermétabolisme, là où il sera le plus fort, on peut considérer que c'est prédictif de transformation, mais il n'y a pas de seuil de SUV qui soit déterminé de manière consensuelle pour dire que telle zone va être transformée. En effet, quand ça commence à être supérieur à 14, on dit que là, ça commence quand même à être vraiment fort et qu'on a probablement intérêt à faire la biopsie à cet endroit-là si on suspecte une transformation et si la TEP a été faite avant la biopsie, bien sûr. Mais sinon, il n'y a pas de corrélation absolue entre le SUV et la transformation. Là où la TEP a vraiment sa place, ça va être sur l'évaluation de fin de traitement. Et il a été montré là, dans ce papier de 2014 que ça avait un impact pronostic significatif à la fois sur la PFS mais aussi sur l'OS pour vraiment définir les patients qui sont en rémission complète en fin de traitement et pour qui on pourra éventuellement enchaîner sur le traitement d'entretien. On va en parler après. Donc, toujours pour parler de pronostic, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. La POD 24, ça définit les patients qui vont rechuter dans les 2 ans après le début de la première ligne. Après le début et pas la fin du traitement. C'est important parce que ça fait quelques mois de différence, même si en réalité, c'est juste une question de consensus parce qu'on aurait pu choisir n'importe quel. Enfin, on peut même si on se place avec un cut-off à 6 mois, 1 an, on retrouve aussi des différences significatives. Mais en tout cas, ce qui a été décidé pour définir la POD 24, c'est ce délai de 2 ans après le début de la première ligne. Ça concerne à peu près 20% des patients.
Et ça définit une classe de patients qui aura vraiment un pronostic péjoratif, y compris en termes de survie globale, avec donc voilà, là vous avez sur la courbe, cette courbe qui date de 2016, une survie à 5 ans qui sera autour de 30%. Donc ça, la POD24, la TEP de fin de traitement, ce sont en effet des facteurs pronostiques, mais qu'on a seulement une fois qu'on a traité le patient. Donc certes, c'est intéressant, mais évidemment, on a essayé de définir des scores, d'autres choses qui auraient pu nous aiguiller d'emblée dès le diagnostic du patient. Est-ce que on peut définir d'emblée des catégories plus à risque et est-ce que ça pourrait éventuellement, bien sûr, avoir un impact thérapeutique. Donc il y a tout un tas de scores qui ont été testés. Le plus classique, c'est le FLIPI, qui date de 2004, donc qui a été mis en place vraiment en fait avant la généralisation de l'utilisation du rituximab, qui est un score qui a l'avantage au moins d'être facile à calculer. C'est juste sur le stade d'Ann Arbor, l'âge, le nombre d'aires ganglionnaires atteintes, le taux de LDH et le taux d'hémoglobine. Ensuite est venu le FLIPI2, qui date de 2009, qui associe à ça la bêta-2 microglobuline, l'âge plus ou moins de 60 ans, le diamètre maximal de la plus forte adénopathie, l'envahissement médulaire et l'hémoglobine. Et consécutivement à ça, on a essayé de faire un petit peu mieux pour discriminer les patients en ajoutant à cela de la biologie moléculaire avec un panel de NGS de 7 gènes que je vous ai détaillé là, EP300, FOX01, CARD11, MEF2B, CREB-BVP, ARID1A 1A et EZH2, en associant au FLIPI basique et au PS, au score OMS. Et en effet, ce score prédit plutôt bien les patients qui seront en POD24 ou pas, mais ça ne remplace pas la POD24. Et en effet, même parmi les patients qui sont, après, ultérieurement, qui seront pas finalement des POD24, on se rend compte que le M7 FLIPI au diagnostic reste un facteur de risque indépendant. Mais bon, concrètement, on ne fait pas du NGS au diagnostic à tous les lymphomes folliculaires et ce sont vraiment des scores qui, pour l'instant, n'ont pas leur place, en tout cas en termes de... Enfin, on aime bien les calculer, les données en RCP, en tout cas au moins pour le FLIPI, mais concrètement, ça n'a pas d'impact dans les décisions thérapeutiques. Pour l'instant, les seules choses réelles qu'on utilise, c'est la table de fin de traitement, la POD24, et surtout les critères de faible ou de forte masse, qui sont vraiment la principale chose que vous verrez, on vous demandera quand vous présentez un lymphome folliculaire en RCP, et qu'on appelle également les critères du GELF, qui ont été publiés maintenant il y a un paquet d'années, mais qui restent toujours vraiment ce qui fait foi pour déterminer les patients qu'on va traiter ou pas. Donc ces critères-là sont définis, donc on parle de forte masse tumorale quand il y a soit une masse de plus de 7 cm, soit 3 adénopathies, notamment adénopathies périphériques de plus de 3 cm, une splénomégalie symptomatique, ou des épanchements acides ou épanchements pleural, ou bien sûr des complications avec une compression d'organes, que ce soit une insuffisance rénale aiguë obstructive, une occlusion, un œdème du membre inférieur, voilà. Donc globalement, quand même, entre 1994 et 2008, les patients sont mieux soignés, mieux évalués. On a une amélioration de la survie globale. Ce que vous pouvez voir, c'est que en 1994, on avait une médiane de survie qui était à peu près à 10 ans. En 2008, ils sont plutôt à 15-20 ans, donc c'est quand même une différence très importante entre notamment avant et après le rituximab. Ce que vous pouvez observer, c'est qu'il n'y a pas de plateau, d'accord, parce que le lymphome folliculaire, comme tous les lymphomes indolents, en fait, ce sont des maladies qu'on ne sait pas guérir. Donc les malades, même si on les traite mieux, c'est une courbe qui ne s'arrête pas de baisser quand même. Voilà. Donc les lymphomes folliculaires avec faible masse tumorale qui sont disséminés, c'est-à-dire qui ne sont pas stade 1-2 d'Ann Arbor. Avant, on avait tendance plutôt à les traiter, donc ils avaient plein de traitements qui maintenant existent encore plus ou moins, le chlorambucil, l'interféron, et plusieurs études ont montré, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, que l'attitude de watch and wait, c'est-à-dire abstention thérapeutique et surveillance, faisait aussi bien, ne faisait pas moins bien que l'administration d'un traitement pour ces patients qui étaient en faible masse.
Pour les faibles masses localisées, qui sont donc stade 1-2 et non bulky, donc non forte masse, ça correspond à peu près à 10-15% des faibles masses. Ils sont donc les attitudes thérapeutiques qu'on peut avoir, comme je vous dis, c'est l'abstention et la surveillance. On peut opter parfois simplement pour la radiothérapie, hein, surtout quand c'est comme ça un ganglion localisé, c'est assez facile à faire. Vous avez à peu près 67% de RC avec une PFS à 10 ans qui est globalement de 50%. Et en général, on opte pour 24 Gray d'irradiation. Parfois, on fait des petites doses fractionnées avec 2 fois 2 Gray. On peut également opter pour du rituximab tout seul, donc à 375 mg mètre carré, la dose habituelle, 4 injections hebdomadaires. Et on enchaîne avec un entretien de 4 injections tous les 2 mois, ce qui a prouvé une différence significative en termes de PFS, d'ajouter cet entretien. Pour les faibles bases disséminées, on opte aussi donc facilement pour l'abstention et la surveillance, comme je vous l'ai montré sur la diapo précédente. On peut également opter pour le Ritux seul sur le même schéma que pour les faibles masses localisées. Et pour les fortes masses, interrompez-moi si vous avez déjà des questions, hein, je ne sais pas. Je vais me remettre sur les messages parce que je ne sais pas si là je serai interrompue si je vois. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Dites-moi, hein. Non, c'est bon? Ouais. Est-ce qu'on fait une évaluation, l'évaluation modulaire, c'est un ILO ou c'est une biopsie ou c'est pas systématique? Ah, alors pardon, je n'ai pas discuté en effet sur le bilan diagnostic de la place de la BOM, c'est ça que tu veux dire, initialement? Alors déjà, le myélogramme, en effet, n'a pas tellement de place. On va plutôt faire une BOM, sauf si tu as vraiment, si tu veux explorer une cytopénie isolée, que tu as un doute sur autre chose, que tu veux voir si c'est périphérique ou central, éventuellement tu peux faire un myélo, mais dans ce cas, tu feras plutôt facilement une BOM. En soi, nous, on n'en fait jamais au diagnostic parce qu'on considère que ça ne va pas du tout changer l'attitude thérapeutique. Ça peut faire un examen qui est quand même un petit peu invasif, alors qu'il n'y aura pas de conséquences en termes de choix de traitement. On considère que ce n'est pas nécessaire. Donc, soit tu as un doute, un fort doute sur une atteinte médulaire, et de toute façon, tu auras des arguments cliniques ou biologiques avec la présence de cytopénie ou des cellules circulantes qui font que ce sera juste pas nécessaire de faire ta BOM. Voilà, il y a très peu de cas. En fait, finalement, les seuls BOM qu'on fait au diagnostic, en général, c'est pour des protocoles qui exigent d'avoir une BOM. Mais sinon, ça n'a plus tellement de place. Mais ça encore, c'est assez service dépendant. Il y a des services pour qui ça reste encore la règle, notamment, je pense qu'à Mondor, ils en font encore énormément. Voilà. Je ne sais pas si vous, Jean, à Bordeaux, vous êtes encore des partisans de BOM systématique, mais. Pardon, non, on n'en fait pas. Non, vous n'en faites pas non plus. D'accord. Donc, pour les fortes masses, plusieurs études qui sont un petit peu listées ici ont prouvé le bénéfice de l'adjonction du rituximab par rapport à faire de la chimiothérapie seule, donc l'association R-chimio par rapport à chimio seule. Je vous ai mis plusieurs références que vous pourrez regarder après si vous voulez. De toute façon, vous aurez le topo. Avec des survies globales qui sont quand même excellentes. Avec R-chimio, on a plus de 98% de survie globale. Ça a vraiment eu un apport bénéfique très significatif. Pour le choix de la première ligne, donc en partant donc, sur du R-chimio, quel chimio choisir? Donc, je vous ai mis notamment cette étude qui date de 2013 et qui a comparé, qui est une phase 3, qui a comparé R-CHOP versus R-bendamustine en première ligne. Donc le R-CHOP, est-ce que vous savez tous ce que c'est ou c'est pas évident? Pour les professionnels qui sont présents, alors peut-être pas Simon du coup, mais les autres. Vous savez tout ce qu'il y a dans le R-CHOP ou vous n'êtes pas sûr? Ouais, c'est bon. Donc ce que ces auteurs ont montré, donc là il y avait 280 patients qui étaient randomisés R-CHOP versus R-bendamustine. Donc les doses de R-CHOP, je ne vais pas revenir dessus, c'est les doses standards que vous pouvez retrouver. La R-bendamustine, c'était sur un schéma de 90 mg mètre carré G1J2. Ça a montré une différence significative en faveur de la R-benda en termes de PFS, donc de Progression Free Survival. Mais en fait, vous verrez que dans la plupart, en tout cas nous ici à Saint-Louis, je pense que dans la plupart des services, c'est le cas, on opte plutôt pour le R-CHOP, qui a de toute façon un taux de réponse global qui est excellent, hein, plus de 90%. Parce que même si peut-être que la PFS est un tout petit peu moins bonne,
et que sur le coup, en aigu, il y a peut-être un petit peu plus de toxicité. En fait, à long terme, on pense que c'est quand même beaucoup mieux toléré. Enfin, c'est pas on pense, hein, c'est parce que la bendamustine, je ne sais pas si vous savez, mais ça comporte quand même des risques de SMD, de leucémie aiguë secondaire qui sont pas négligeables. Donc chez les patients âgés, c'est pas forcément embêtant, mais chez les patients un peu plus jeunes, en tout cas, on n'a pas très envie de les arroser en première ligne avec de la bendamustine, sachant que le AirShop fait très bien. Donc en général, c'est plutôt le AirShop qu'on va choisir. Les autres options de première ligne, en tout cas qui ont été testées ces dernières années dans des essais cliniques, il y a eu l'essai Relevance, qui a été publié par Frank Marshauser en 2018, qui testait rituximab plus lénalidomide, donc un schéma qu'on appelle R2 en première ligne, qui ne montrait pas de franche différence entre R-chimio ou R2. Et pour l'instant, de toute façon, le lénalidomide n'a pas d'AMM dans cette indication en première ligne pour lymphome folliculaire, mais ça peut arriver que parfois on prenne cette décision à RCP, notamment quand c'est des patients qui veulent pas de chimio, qui veulent pas perdre leurs cheveux, voilà. Mais il faut savoir que pour l'instant, ça n'a pas l'AMM. La place de l'obinutuzumab, donc un autre anti-CD20 que le Ritux, qui s'appelait avant le GA101, a été testé dans l'essai Gallium, donc c'était GA101 plus chimio. Et donc là, bon, ça dépend un petit peu comment on interprète l'étude. Il n'y avait pas de différence significative en termes de PFS ni en OS, même s'il y avait une différence en termes de hazard ratio. Bon, il y avait aussi plus de toxicité dans le bras obinutuzumab. Concrètement, nous, en tout cas, on ne l'utilise pas en première ligne. Je sais qu'il y a des endroits où ça a été proposé. Je ne sais pas si vous, à Bordeaux, vous l'utilisez beaucoup, ou si vous considérez aussi que c'est... Chez les patients vraiment très jeunes, pour lesquels cette petite différence de PFS semble... Et un peu plus marquée. Voilà. Donc, en tout cas, en pratique, ce qu'on propose en général, c'est le AirShop en première ligne, éventuellement l'Airbinda. On peut également proposer un équivalent de AirShop sans anthracycline, qui est le RCVP, notamment pour les patients qui sont forte masse, mais un petit peu limite, qui sont peut-être un petit peu plus âgés, pour lesquels on n'a pas envie d'être trop toxique. On peut se permettre de proposer du RCVP en première ligne. Pour des patients jeunes, souvent, on va se donner un petit peu le maximum de chance en mettant d'emblée de l'anthracycline. Ce qui va être très important également, c'est de bien mener la réévaluation de ces patients en faisant un scanner TAP à 4 cures et la TEP de fin de traitement dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ces premières lignes? Parce que globalement, c'est le plus important, je pense, à comprendre. Hein, parce qu'après, les deuxièmes lignes, c'est de la cuisine de RCP. Pardon, pour terminer sur la première ligne, excusez-moi, un truc très important, donc c'est l'entretien, la maintenance, dont le bénéfice très net a été prouvé par l'essai PRIMA, avec maintenant un recul de plus de 10 ans, et qui donc a prouvé que l'administration de rituximab en entretien, donc toujours à la dose de 375 mg/m², cette fois-ci, qui peut être administrée en sous-cutané tous les 2 mois pendant 2 ans, a montré une différence bien significative en termes de PFS. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de différence significative en termes de survie globale, mais parce que ces patients ont déjà une survie globale qui est excellente, hein, plus de 80%. Mais en tout cas, voilà, on considère qu'il y a un bénéfice net à mettre cet entretien de rituximab, et notamment chez des patients jeunes pour qui on a très envie, bien sûr, de prolonger la PFS. Chez des patients plus âgés, ça ne va pas forcément avoir un bénéfice très important, d'accord, de passer d'une médiane de PFS à 4 ans versus 10 ans. Voilà pour la première ligne. Donc, est-ce que vous aviez des questions sur déjà cette première partie? Ça va? J'essaye de rester sur des messages assez simples, hein, mais si c'est trop simple ou que vous avez envie d'aller plus loin, poser d'autres questions, allez-y. Hein. Bon. Donc ensuite, pardon, il y a un doublon de diapo. La POD 24, on en a déjà parlé. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces POD 24? Alors, quand ce sont des patients qui sont jeunes, c'est-à-dire en termes d'éligibilité à l'autogreffe, c'est-à-dire moins de 65 ans concrètement, et qui sont bien sûr fit, c'est-à-dire pas de défaillance importante cardiaque, rénale ou autre, on sait qu'il va y avoir un bénéfice pour eux à proposer une deuxième ligne de chimiothérapie avec autogreffe, donc intensification, après cette deuxième ligne. En général, cette deuxième ligne, ça va être un schéma de type RDHA-X, donc Ritux, cytarabine haute dose, oxaliplatine et dexaméthasone. Et
cette étude-là, donc qui a été publiée il y a un peu plus de 2 ans. Donc vous voyez, vous avez en rose la courbe des patients qui rechutent après 2 ans autogreffés, en gris la courbe des patients qui rechutent après 2 ans non autogreffés, en vert la courbe des POD24 autogreffés et en bleu la courbe des POD24 pour qui on n'a pas pu faire d'autogreffe. Et vous voyez que pour les POD24 qui sont autogreffés, globalement leur courbe rejoint quasiment finalement les patients qui ont rechuté après 2 ans. Donc on arrive un petit peu à gommer entre guillemets le mauvais pronostic de la POD24 en faisant ce traitement intensif. Pour les patients pour qui on ne peut pas faire d'autogreffe ou qui tout simplement rechutent après 2 ans, donc pour qui on considère que ce n'est pas indiqué, on peut leur proposer de refaire ou faire du rituximab seul. On peut leur proposer à nouveau des régimes à base d'obinutuzumab. Donc il y a soit l'association obinutuzumab-lénalidomide qui a été testée dans le protocole Galen. Il y a l'association à nouveau Ritux-lénalidomide qui a été testée dans le protocole Augmente. Il y a également l'option obinutuzumab associée à la Binda dans le protocole qui a été testé dans l'essai Gadolin. Il y a également l'idélalizib qui peut être proposé, qui a l'AMM, le venetoclax qui est en cours d'étude dans un protocole qui s'appelle Contralto, associé à la bendamustine et au rituximab. Ou au GA101, pardon, excusez-moi, peut-être au obinutuzumab. Et plus un petit peu plus high-tech qui peuvent être envisagés, mais pour l'instant plutôt dans des contextes d'essais cliniques. Donc les CAR-T-cells, pour l'instant il n'y a pas d'ATU, c'est uniquement dans le cadre d'essais cliniques. Vous aviez laissé ZUMA-5 de Kite Gilead, qui inclut 124 folliculaires qui étaient en rechute réfractaire, avec d'excellents résultats publiés, avec 94% de réponse globale. Donc quand on dit réponse globale, pardon, j'ai pas défini, je sais pas si ça vous parle, mais quand dans les articles il y a écrit ORR, donc Overall Response Rate, ça inclut en général les réponses complètes et les réponses partielles. D'accord. Interrompez-moi vraiment s'il y a des trucs idiots, voilà, soit si je vous dis des trucs trop bêtes, soit si au contraire j'utilise des termes que vous ne comprenez pas. Donc les excellents taux de réponse publiés, avec une réponse globale 94% et réponse complète 80%. Il y a également le protocole ELARA qui est fermé aux inclusions et pour lequel on attend toujours les résultats. Et là, vous avez, qui sont récemment entrés en scène, les anticorps bispécifiques, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont donc des anticorps ciblés anti-CD20 et anti-CD3. Donc, il y a plein de sous-catégories des anticorps bispécifiques, plein de molécules différentes. Vous avez le mosunetuzumab, le glofitamab, l'epcoritamab, et j'en passe, pour lesquels les résultats sont pour l'instant des résultats partiels, avec pas énormément de patients. Mais désolé, je ne vous ai pas mis de chiffres ni de courbes, mais dont les résultats paraissent aussi excellents pour les lymphomes de bas grade. Et on attend d'en savoir un petit peu plus et d'avoir un petit peu plus d'effectifs. En tout cas, là, pour les services qui font de la recherche clinique, en ce moment, il y a énormément d'essais en cours sur les bispécifiques. Et la race avec le Kymriah? Et la race, c'était Novartis, il me semble. Ouais. Oui, c'est déjà le Kymriah. Ouais. ZUMA-5, c'est tous les ZUMA, c'est les protocoles de Kite Gilead. Et Lara, je pense que oui, c'était ça devait être l'autre CAR-T, l'équivalent de Kymriah. Et sinon, en termes d'autres thérapies qui sont actuellement en cours d'étude, il y a un essai dans lequel on inclut aussi à Saint-Louis qui s'appelle EPI-R-CHOP, qui est une phase 1B qui associe R-CHOP en première ligne. Et donc là, pardon, on n'est plus sur les rechutes réfractaires. C'est un protocole de première ligne qui associe R-CHOP et tazemetostat, donc un inhibiteur d'HDAC, d'histone déacétylate. Voilà, après il y a d'autres choses qui existent. Je crois qu'il y a aussi des phases 1, peut-être à l'IGR avec du tazemetostat tout seul pour les rechutes réfractaires. Et il y a certainement d'autres choses que j'oublie, mais voilà. Juste pour vous donner un petit panel des nouvelles thérapies qui seront probablement bientôt proposées de manière plus accessible. Donc en conclusion, il y a vraiment de très nombreuses options thérapeutiques pour le lymphome folliculaire. Je pense que ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est déjà savoir bien choisir les patients pour qui on va opter pour une abstention thérapeutique, ceux qu'on va traiter,
quelle première ligne traiter. Et c'est déjà pas mal, je pense, d'arriver à se mettre d'accord là-dessus, parce que c'est pas toujours évident, même en RCP. Et après, les deuxièmes lignes, les patients qui sont rechutes ou réfractaires, c'est vraiment, je pense que dès que c'est possible, il faut se poser la question d'inclure le patient dans un protocole, quand c'est réalisable. Et puis après, ça va être vraiment de garder en tête quand même que c'est une maladie indolente et que quand le patient va bien, je pense qu'il faut garder ce vieil adage de primum non nocere et de se dire que un patient qui n'a pas besoin d'être traité tout de suite, il vaut mieux attendre un petit peu plutôt que d'apporter des effets secondaires maintenant qu'on est quand même sur des PFS qui durent plusieurs années. Voilà. Donc toujours bien se poser la question de la balance bénéfice-risque entre l'indication thérapeutique et la tox qui sera acceptable en fonction du profil du patient. Est-ce que vous avez des questions pour les folliculaires? Je vais peut-être aller un peu vite, mais... Du coup, vous intensifiez, vous photographiez systématiquement les POD 24, parce que l'équipe de Lyon a montré que dans les POD 24, en fait, dans 50% des cas, c'est des transformations, et dans l'autre, il reste folliculaire, et que les histologies qui restent folliculaires bénéficient peut-être pas tant de la ça se discute. Hein. Je sais que nous, depuis quelques années, on n'autogreffe plus les POD 24 quand histologiquement, ça reste des folliculaires. D'accord. Et vous leur proposiez des deuxièmes lignes de type plutôt, R2 ou oui, plutôt R2 ou la Banda, si vous avez le R-Shot sur le primaire. Oui, inverser la chimio. Parce que c'est vrai que chez les patients, quand ils ne sont pas toujours jeunes, l'intensification, c'est pas si clair en fait sur les histologies folliculaires POD24. Mais je ne sais pas si pour ceux qui sont en distance, vous entendez les questions qui sont posées à côté, peut-être pas. Attendez, je vais sur les messages. C'est vous. Que signifie POD 24, pardon. Alors du coup, est-ce que j'ai répondu à ta question? Désolée, je ne sais pas à quelle heure tu as posé la question. POD 24, c'est ce dont on a parlé au début. Ça veut dire Progression of Disease 24 pour 24 mois. Donc, c'est les patients qui rechutent dans les 24 mois, les 2 ans, après le début de la première ligne. Voilà. Et là, donc, ce que Jean discutait, un des internes qui est avec nous, c'est l'indication de l'autogreffe, donc de l'intensification pour ces fameux patients POD 24. Sachant que dans ces POD 24, il y en a qui sont simplement en rechute du lymphome folliculaire et d'autres en fait qui sont d'emblée sur un processus de transformation et que finalement l'intensification bénéficierait surtout aux patients qui sont transformés plus qu'aux patients qui sont simplement en progression de leur lymphome folliculaire. Donc il disait qu'à Bordeaux, le centre dont il vient, pour les patients qui sont toujours sur un folliculaire non transformé, ils ont plutôt tendance à leur proposer une deuxième ligne de traitement, chimio ou sans chimio, sans forcément aller à l'autogreffe. Voilà. Donc de toute façon, vous verrez que là, tout ce que je vous ai mis, c'est un petit peu orienté en fonction des pratiques que nous, on fait dans le service. Mais bien sûr, en fonction des centres où vous passez, il y aura certainement des choses très différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Hein, voilà. Et du coup, vous autogreffez toutes les POD 24? Ah bah, en général, quand c'est des POD 24 éligibles à l'auto. Okay. Ouais. Comment? Même si c'est toujours... Bah oui, puis en fait, on ne va pas forcément les rebiopsier d'ailleurs, hein, parce que justement, si comme on considère qu'il n'y a pas forcément de différence d'attitude thérapeutique, s'il n'y a pas, je pense, de signe flagrant de transformation, on ne va pas forcément les rebiopsier, on va plutôt aller directement à la deuxième ligne de chimio et auto. Bon, bah écoutez, très bien. J'ai une question pour relevance et augment. Ouais. Donc, ce sont toujours R2. Est-ce qu'il y a une différence entre 21 jours de cycle et Alors là, j'ai une question de Jessie qui me demande sur les différences d'administration, de schéma d'administration de rituximab, c'est ça? Oui. Entre les protocoles relevance et augmente. Donc, vous savez, le protocole relevance, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui propose rituximab, Revlimid en première ligne, et augmente, c'est rituximab, Revlimid en deuxième ligne. Alors, j'ai noté les schémas quelque part, et si vous voulez, je pourrais vous les envoyer. Là, j'ai fait exprès de ne pas charger la diapo avec ça, parce que je me dis que c'était pas forcément super intéressant que vous appreniez par cœur les différents schémas d'administration de Ritux en fonction de tout ce qui a été écrit dans les articles. Mais en effet, à partir du moment où on décide de proposer aux patients le schéma, en général, on se réfère
à l'article qui a publié le schéma thérapeutique pour faire pareil. Mais en soi, ça a probablement pas beaucoup d'importance de faire 6 cycles puis 18 mois versus un truc tous les mois versus voilà. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y avait des différences d'administration. Et là, je suis désolée, je les ai plus par cœur en tête, mais je te les retrouverai. Voilà, vous verrez qu'entre les rythmes d'administration, quand on est en phase d'entretien, etc., il peut y avoir des variabilités d'un protocole à l'autre. Relevance, je pense que de mémoire, c'est 6 mois de R2 mensuel et après 18 mois de... Pardon, je verrai, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, à chaque fois que je vérifie, parce qu'ils se ressemblent tous, et c'est pas forcément passionnant à savoir par cœur. Voilà. C'est bon? Vous voulez qu'on avance sur les zones marginales? Ça veut dire que vous faites des autogreffes pour les folliculaires en refus. Tout à fait, ouais. L'autogreffe, c'est clair pour tout le monde de ce que c'est ou pas? Oui. Ouais, c'est bon? Okay. Et donc, autogreffe sous réserve d'une bonne réponse à la deuxième ligne, d'accord? Donc, on commence par une deuxième ligne de chimiothérapie, en général type RDHAX ou RDHAC, voilà. Et selon la réponse qu'il y aura après 2 ou 3 cures, si on a une très bonne réponse partielle ou une réponse complète, c'est là qu'on va se diriger vers l'autogreffe. Mais il faut que ce soit pas transformé. Bah, justement, c'était la question. En fait, même si c'est transformé, non, t'inquiète pas. Pardon, la question du coup, c'est la modalité, enfin le schéma d'administration de la deuxième ligne pour les POD 24. Donc, quand on opte pour une deuxième ligne de chimio de type par exemple RDHAX puis autogreffe. Donc j'ai expliqué que on se dirige vers l'autogreffe uniquement quand on a une bonne réponse, donc on va dire soit une très bonne réponse partielle, soit une réponse complète après les 2 ou 3 cycles de RDHAX. Et la question d'une des internes, c'était on fait ça même quand ils sont transformés. Donc en fait, je pense qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va pas forcément les rebiopsier ces patients quand ils refusent comme ça précocement. Enfin, on peut les rebiopsier si on a une forte arrière-pensée sur la transformation, mais de toute façon, ça va pas changer en fait finalement, en tout cas dans notre centre, ça va pas changer le type de deuxième ligne, parce que même s'ils sont transformés en lymphome B diffus à grande cellule, hein, là encore une fois, qu'il n'y ait pas de confusion, on parle bien d'une transformation en lymphome B diffus à grande cellule, la deuxième ligne sera de toute façon deuxième ligne de chimio et autogreffe. Par contre, bien sûr, si ça s'est transformé en autre chose, en lymphome de Hodgkin ou autre, ce qui sont rarement des transformations très précoces hein, quand même. Mais là, le traitement sera différent. Ça va, je vous ai pas perdu? Je retourne juste vérifier que vous m'avez pas posé d'autres questions. Non. Ok. Donc du coup, les lymphomes de la zone marginale. Donc pour revenir sur le petit schéma de tout à l'heure, donc c'était à peu près 8% des lymphomes en général. Chez les patients âgés, c'est tout de suite beaucoup plus. C'est une maladie qui est beaucoup plus prévalente, beaucoup plus fréquente chez les patients de plus de 80 ans et qui inclut en fait plusieurs sous-types de maladies. C'est un groupe de maladies en fait assez hétérogène. Donc souvent on parle un peu des lymphomes de la zone marginale. Contrairement aux lymphomes folliculaires pour lesquels en général on ne distingue pas tellement, enfin, à part des petits sous-types très particuliers dont je vous ai parlé, en général un lymphome folliculaire, pour l'instant, ça reste un lymphome folliculaire, on ne distingue pas, surtout qu'on ne fait pas beaucoup de biologie moléculaire. Pour les lymphomes de la zone marginale, il y a vraiment des types de présentation clinique et histologique différentes, avec notamment le plus fréquent, ce sont les lymphomes du MALT, donc lymphome du tissu lymphoïde associé aux muqueuses, qui touche principalement le tube digestif, notamment le MALT gastrique, je pense, dont vous avez dû entendre parler, mais ça peut toucher énormément d'organes, tous les organes qui ont, ça peut être des annexes oculaires, la peau, les poumons, les glandes salivaires, la thyroïde, le sein. Par ailleurs, vous avez les zones marginales spléniques qui viennent en deuxième position en termes de fréquence, qui donnent donc en général la splénomégalie et très très souvent un envahissement médulaire et sanguin, donc avec potentiellement une phase leucémique. Vous avez des entités qui sont
assez proches du lymphome splénique de la zone marginale, qui sont plus rares et qui sont mentionnés donc dans la classification OMS. Il y a ce qui est surnommé là ici les SLLU, donc qui sont les spléniques B-cell lymphoma ou leukémia unclassifiable, et qui inclut ce qu'ils appellent les SRPL, c'est-à-dire c'est des lymphomes spléniques diffus à petites cellules B, les HCLV, qui sont des hairy cell leukemia variantes, donc c'est pas les leucémies à tricoleucocytes, ce sont des variants et qui s'apparentent aux lymphomes de la zone marginale, avec des atteintes donc spléniques. Et vous avez également les MBL. Donc MBL, je ne sais pas si ça vous parle, c'est les lymphocytoses B monoclonales, qui sont donc des clones B circulants sans qu'il y ait d'hyperlymphocytose, donc à moins de 5 giga par litre, et qui ne sont pas des LLC, c'est-à-dire avec des scores de Matutes qui sont inférieurs à 3. Donc toutes ces entités-là sont des entités qu'on peut considérer en tout cas comme étant un petit peu des cousins du lymphome splénique de la zone marginale. Et la troisième grande catégorie de lymphome de la zone marginale, c'est le lymphome de la zone marginale nodale, donc NNZL, donc qui correspond à une atteinte ganglionnaire, un lymphome de la zone marginale qui va être uniquement ganglionnaire et qui est en fait une forme assez rare. Donc quand vous avez un patient qui a uniquement des ganglions et qu'on répond au lymphome de la zone marginale, il faut quand même bien se poser la question du diagnostic différentiel. C'est vraiment une maladie qui est assez rare. Et en général, les pédonapathes le savent et eux-mêmes se posent beaucoup la question avant de donner cette conclusion. Le lymphome de la zone marginale, on sait qu'il peut être associé à une stimulation antigénique chronique, qu'elle soit d'origine infectieuse ou auto-immune. Donc infectieuse, je pense que vous connaissez l'association entre le malt gastrique et Helicobacter pylori, dont la prévalence varie un peu selon les études et surtout selon en fait, le moment où elles ont été menées et la zone géographique du monde. Parce que dans les pays du tiers-monde, c'est une infection qui est beaucoup plus fréquente. Dans les pays développés, ça l'est beaucoup moins. Donc globalement, on considère que c'est à peu près 20%, mais déjà entre les études qui ont été menées il y a 20 ans et les études actuelles, la prévalence a beaucoup chuté. Vous avez également pour les maltes oculaires une association décrite, mais qui pour le coup est très rare et je crois n'a été décrite qu'en Italie, à Chlamydia psittaci. Pour les maltes cutanés, on sait que ça peut être associé également à Borrelia burgdorferi. Je vous passe les autres. Le plus fréquent que vous allez vraiment retenir, c'est HP et l'estomac. En passant au virus, on sait que l'hépatite C peut être associée aux zones marginales et notamment sur des cohortes italiennes. Il y a eu des pourcentages assez impressionnants retrouvés, notamment sur des maltes non gastriques et sur des spléniques, avec des taux qui allaient jusqu'à 20% d'association d'hépatite C, soit sur l'hépatite positive, soit en sérologie, soit plus ou moins avec une charge virale positive. Et on parlera après des traitements justement qu'on peut associer dans ces cas-là. Et en termes de stimulation chronique antigénique auto-immune, ce qu'on voit assez classiquement, c'est l'association entre les syndromes de Gougerot-Sjögren et les lymphomes de Malte des glandes salivaires. Et on a également des lymphomes de Malte de la thyroïde chez des patients qui souffrent de thyroïdite d'Hashimoto. Donc le bilan au diagnostic pour la zone marginale. Donc bien sûr une biopsie comme pour le lymphome folliculaire, sachant que cet impondérable est quand même un tout petit peu pondéré dans les cas des lymphomes spléniques de la zone marginale. C'est-à-dire que quand vous avez uniquement une atteinte de la rate et une phase leucémique que vous avez bien pu caractériser avec un immunophénotypage, un karyotype, etc., on ne va pas forcément faire de biopsie, qui serait donc soit une BOM, soit éventuellement une biopsie splénique, pour affirmer le diagnostic. En général, quand quand la présentation clinique et biologique est typique, on en reste là et on ne va pas forcément demander de biopsie. Ça fait partie des cas assez rares où où on se permet de définir le lymphome sans avoir de l'anapathe. Même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais en tout cas, je vous parle de la pratique de certains centres. La fibroscopie gastrique, si on a le moindre doute sur une atteinte gastrique, on va l'effectuer, avec systématiquement, bien sûr, une recherche d'Helicobacter pylori. En général, c'est toujours réalisé. Si vous avez des cellules circulantes, bien sûr, vous allez mieux les caractériser en faisant de l'immunophénotypage, donc de la cytométrie en flux et de la cytogénétique. Et ça, je vous l'ai mis en gras, parce que c'est important. C'est vraiment important d'éliminer le diagnostic différentiel du lymphome de la zone marginale, qui est le lymphome du manteau.
Donc le lymphome du manteau, vous le savez peut-être déjà, il est caractérisé par la surexpression de la cycline D1, donc qui résulte de la translocation 11-14. Et ça se recherche donc en biologie moléculaire dans le sang. En tout cas, quand vous avez une phase circulante, c'est facile à rechercher dans le sang. Et quand vous n'avez pas de phase circulante, il faudra bien que ce soit recherché sur votre biopsie. Parce que vous allez voir que le problème du lymphome de la zone marginale, le problème diagnostique, c'est que c'est un lymphome qui n'a pas de marqueur. Il n'y a pas de marqueurs qui définissent le lymphome de la zone marginale. C'est que des marqueurs en négatif par rapport à d'autres lymphomes qui sont bien définis. Et notamment, le lymphome du manteau est vraiment important à éliminer. Le scanner TAP, bien sûr, va toujours être recommandé. La TEP, pour le coup, a beaucoup moins d'indications. Un lymphome de la zone marginale, c'est un lymphome qui est beaucoup moins glucose avide. Même s'il y a des centres où on aime bien faire des TEP pour la zone marginale, c'est quand même pas du tout quelque chose qui est recommandé au diagnostic. La BOM, on en parlait tout à l'heure pour le lymphome du folliculaire, nous, on considère aussi qu'elle est peu utile parce que soit vous avez une phase leucémique, vous savez qu'il y a un envahissement ostomédulaire, la BOM ne va rien vous apporter de plus. Ça peut éventuellement avoir un intérêt quand il y a un doute sur une atteinte médulaire et qu'on veut proposer un traitement local pour un MALT, par exemple. Voilà, dans ces cas-là, éventuellement, ça peut avoir sa place. Nous, concrètement, c'est vrai qu'on la fait quasiment jamais au diagnostic, même si elle reste recommandée par l'ESMO, donc la Société d'oncologie européenne. Bien sûr, le bilan sérologique, donc là, il a d'autant plus sa place par rapport à cette association avec l'hépatite C dont je vous parlais. Quand s'associe à l'hépatite C, il faut aussi penser à rechercher une cryoglobulinémie qui peut être également associée. Toujours faire une électrophorèse des protéines, parce que vous pouvez fréquemment avoir une gammapathie monoclonale associée au lymphome de la zone marginale, et donc une immunofixation associée pour bien identifier votre gammapathie. Donc ça, c'est un petit tableau récapitulatif. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est juste pour étayer un petit peu ce que je vous disais sur les caractéristiques immunophénotypiques, cytogénétiques et moléculaires du lymphome de la zone marginale. Parce que ce qui nous ennuie avec ce lymphome, comme je vous disais, c'est qu'il n'a pas un marqueur qui le définisse. D'accord ? C'est pas du tout comme le folliculaire où on va se baser sur cette surexpression de BCL2 avec la translocation 14-18, ou comme le lymphome du manteau avec la cycline D1 et la translocation 11-14. Là, ce qui va être important, c'est vraiment d'éliminer justement ces diagnostics différentiels. Et puis, il y a quand même des éléments qui vont nous orienter, mais il n'y a pas un marqueur pathognomonique de lymphome de la zone marginale. Donc, sur le plan immunophénotypique, vous allez avoir une maladie donc, qui est B, qui est CD5-, CD23-. On n'a pas de marqueur centrogerminatif, donc pas de CT10, pas de BCL6, contrairement au lymphome folliculaire. En général, c'est BCL2+, ça exprime souvent l'IgM, parfois l'IgD, donc parce qu'on est sur des cellules qui ne sont pas encore passées par le centre germinatif. Vous savez, les cellules de la zone marginale sont les lymphocytes B qui n'ont pas encore effectué justement leur hypermutation somatique, commutation de classe et compagnie. Le score de Matutes va être inférieur ou égal à 3, donc on ne sera pas sur une LLC typique. Et on ne sera pas non plus sur un lymphome du manteau avec une cycline D1 qui sera négative, donc d'ailleurs, il vaut mieux la rechercher en biologie moléculaire. Enfin, ça peut être recherché aussi sur l'immunophénotypage, mais c'est bien de le demander aussi en biologie moléculaire. En termes de cytogénétique, là, pour le coup, il y a quand même des choses qu'on retrouve assez fréquemment, même si ça ne va pas permettre de définir le lymphome de la zone marginale. On va souvent avoir des délétions du 7q, des trisomies du 3. Pour les MALT, on peut avoir des translocations qui impliquent là aussi le gène des chaînes lourdes de l'immunoglobuline, donc sur le chromosome 14, avec éventuellement la T14-18, qui n'est pas l'apanage du lymphome folliculaire, la T11-18. Bon. Et pour les formes spléniques et les formes ganglionnaires, on peut aussi observer des trisomies du 12, des DEL6Q. Voilà, donc vous avez plein de petites choses qui peuvent former plutôt un paysage, on va dire, cytogénétique, que vraiment une anomalie à rechercher. Si vous faites une recherche de clonalité B, donc en étudiant les réarrangements IGVH, il y a notamment un type de réarrangement qu'on va retrouver fréquemment, qui est celui-ci, le 1204. Et en termes de biologie moléculaire, donc là, je ne vais pas non plus vous arroser avec tous les gènes qui peuvent être retrouvés mutés quand on fait du NGS. Donc, on ne fait pas du tout systématiquement de NGS au diagnostic de lymphome de la zone marginale, mais en tout cas, si vous en faites, globalement, ce qu'on retrouve le plus souvent, en fait, ce sont des gènes qui touchent la voie Notch ou la voie NF-κB.
Vous pouvez également avoir MYD88, qui n'est pas que muté dans le Waldenström, hein, on peut aussi le retrouver dans le lymphome de la zone marginale. Donc voilà, c'est vraiment souvent un panel d'arguments qui va nous faire dire que non, c'est pas une LSC, c'est pas un lymphome du manteau, c'est pas un lymphome folliculaire, c'est pas un lymphoplasmocytaire. Il y a quand même des choses qui orientent beaucoup vers un lymphome de la zone marginale. Et la NAPAT que je vais vous montrer après. Il y a quand même aussi un aspect bien sûr cytologique, mais voilà, c'est un diagnostic qui n'est pas évident. Et il faut vraiment pas hésiter à se poser la question si vous trouvez que la clinique ne concorde pas avec la conclusion de la NAPAT. Donc la NAPAT, là je vous ai mis une petite photo d'une lame de Malte rénale, qui est donc, vous voyez que le parenchyme là est massivement envahi par plein de petites cellules violettes, qui sont donc les cellules de la zone marginale, qui sont des cellules plutôt de petite taille, avec un cytoplasme assez abondant qu'on dit monocytoïde, donc pas du tout comme dans le lymphome folliculaire. Vous avez, le noyau peut ressembler éventuellement un petit peu, quoique là ici c'est une forme dont je vais vous parler après, qui a un peu une tendance plasmocytaire. Mais en tout cas, la différence, c'est vraiment que le cytoplasme est un petit peu, est plus abondant. Et là aussi, vous allez faire attention à quantifier les éventuelles grandes cellules que vous allez trouver, puisque le lymphome de la zone marginale, comme le folliculaire, comme tous les indolents, peut se transformer en lymphome de haut grade. Et vous avez des variants donc, de lymphome de la zone marginale qui dérivent un petit peu vers une forme plasmocytaire. Et là, je ne sais pas si vous voyez, pardon. Enfin, en tout cas, nous on voit assez bien, mais je ne sais pas si sur la retransmission vous voyez bien. Vous voyez qu'il y a pas mal de cellules avec un noyau assez rond, très excentré, avec le cytoplasme qui est refoulé, le noyau qui est refoulé dans un coin de la cellule. Et ça, c'est vraiment un aspect assez plasmocytaire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais comme ça, vous l'aurez un petit peu en tête. Donc les critères d'initiation de traitement, ils sont dans le fond pas très très différents avec ceux qu'on utilise pour le lymphome folliculaire. Pour le lymphome de Malte, donc extranodal MZL, on va se fier au caractère symptomatique, sauf pour les maltes gastriques qu'on va toujours traiter. Ça, on va y revenir. En tout cas, pour les autres, ça va être vraiment sur le caractère symptomatique ou non de l'atteinte. Pour les spléniques, ça va être aussi sur le caractère symptomatique, c'est-à-dire le patient qui va se plaindre de la gêne, la lourdeur de l'hypocondre gauche sur la splénomégalie, la présence de cytopénies associées qui vont pouvoir être soit par hypersplénisme, notamment souvent ce qui va nous faire basculer sur l'indication thérapeutique, ça va être l'importance de la thrombopénie, sachant qu'on tolère un petit peu plus que ce qui est proposé par exemple pour les critères de Binet de la LLC. Souvent on va attendre que ça passe en dessous de 80 giga par litre, ou quand il y a une anémie associée, ou bien sûr s'il y a des manifestations auto-immunes associées. Donc dans tous ces cas-là, on va se poser la question de démarrer un traitement. L'hyperlymphocytose en tant que telle, comme dans la LLC, n'est pas un critère de traitement, d'accord ? Même si elle est importante, si elle est globalement stable et qu'il n'y a pas de cytopénie associée et que le patient va bien, ce ne sera pas une indication à traiter. Donc, parfois, on peut tolérer des hyperlymphocytoses qui sont vraiment importantes, mais où on sait qu'il n'y a pas de bénéfice à démarrer tôt un traitement. Si, en plus de votre atteinte splénique et leucémique, vous avez une atteinte ganglionnaire, des LDH élevés ou des signes B, là, bien sûr, vous allez vous poser la question du diagnostic et ou d'une transformation en maladie plus agressive, et il va falloir chercher quelque chose à biopsier. Pour les lymphomes de la zone marginale ganglionnaire, là, on va rester sur les critères de forte masse du GELF, donc les mêmes que ceux que je vous ai énoncés tout à l'heure pour le lymphome folliculaire. Il y a des scores pronostiques qui sont en place pour les lymphomes de zone marginale, notamment pour le lymphome du Malte. On peut utiliser le MALTI-PI, qui va être surtout en fait utilisé dans les protocoles, parce que concrètement, ça ne va pas poser l'indication d'un traitement. Les indications de traitement, vraiment, elles restent très basiques, ça reste ce qui est là, mais on peut toujours s'amuser à calculer les scores pronostiques. Donc le MALTI-PI, c'est très simple, il n'y a que 3 critères, les LDH normal ou pas, l'âge plus ou moins de 70 ans et le stade d'Ann Arbor 3 ou 4. Il y a également un autre score qui a été publié pour les zones marginales spléniques, qui s'appelle le score HPLL, qui inclut cette fois donc la présence de cytopénie, anémie en dessous de 9,5, plaquettes en dessous de 80 giga par litre, le taux de LDH et la présence d'adénopathie extrahilaire. Voilà. Donc en tout cas, le Malte a montré une différence significative en termes de survie globale. C'est pas juste
pas simplement en termes de PFS. Donc, une fois que vous avez posé l'indication de votre traitement, quel traitement choisir? Donc là aussi, il y a eu énormément de choses qui ont été publiées et sur lesquelles on a parfois du mal à se mettre d'accord. Pour les maltes, on va avoir plutôt tendance à opter soit pour du R-chloraminophène ou pour de la R-bendamustine. Donc là, je vous parle vraiment des traitements systémiques. Hein. Après, on reviendra aux autres traitements qui peuvent être proposés. Mais en tout cas, si on opte pour un traitement systémique, ce sera plutôt entre ces deux régimes-là d'immunochimiothérapie, avec des taux de PFS et d'OS qui sont plutôt excellents. D'accord, vous avez des survies globales qui sont très très bonnes, à plus de 90% après au moins 7 ans. Pour les spléniques, on opte maintenant assez volontiers pour une stratégie de rituximab seul en monothérapie, avec des taux de réponse globale qui sont très très bons, réponse complète 44%, mais probablement, en tout cas sur l'expérience de notre centre, c'est probablement un peu plus, on est en train d'étudier ça, et avec un bénéfice à ajouter à ce rituximab, qui est donc sous forme de 6 injections hebdomadaires, toujours à la même dose classique de 375 mg/m². Et en plus de ces 6 injections hebdomadaires qui sont donc un traitement d'induction, on ajoute un traitement de maintenance pendant 1 an. Et on sait que ça a permis d'augmenter encore plus la PFS. La R-bendamustine, pour le coup, on ne va pas la proposer dans les spléniques de la zone marginale parce que c'est vraiment trop toxique alors qu'on a une bonne efficacité du R seul. Pour les formes nodulaires, maintenant, pour le coup, c'est la R-benda qui reste en général indiquée en première ligne, qui a donc d'excellents taux de PFS. Le R-CHOP, en général, on l'utilise uniquement en cas de transformation, donc sous-entendu en lymphome B différentes de cellules, pour lequel on ne peut pas se passer d'administrer une anthracycline. Donc ça, c'est pour les choix d'immunochimiothérapie, quand on décide d'opter pour ça. À ça, ou en tout cas, ou parfois à la place de ça, on peut se poser la question de l'indication du traitement anti-infectieux, donc notamment dans le cas classique du malt associé à Helicobacter pylori, on sait que qu'on a un taux de RC qui est très bon après simplement le traitement d'éradication séquentielle que vous connaissez, avec la clarithromycine, le métronidazole, les IPP, etc. Avec un taux de RC qui varie un petit peu selon les études, qui est entre 50 et 80%. Et on obtient même des RC jusqu'à à peu près 17% d'après certaines publications sur des maltes qui sont a priori non associés à Helicobacter pylori. Soit parce que vous avez des faux négatifs sur la détection d'Helicobacter pylori, soit parce que, il y a plein d'explications potentielles. Mais en tout cas, on sait que ça vaut toujours le coup de faire le traitement d'éradication, même si votre anapathe n'a pas retrouvé d'Helicobacter pylori sur la biopsie. Par contre, en général, on ne va pas se contenter de ça. Si c'est HP négatif, on va aussi faire un autre traitement. Alors que si c'est HP positif, on va faire simplement le traitement d'éradication et puis réévaluer après. Donc réévaluer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà vérifier votre éradication d'Helicobacter pylori avec un ELI-test. Vous savez, c'est le test respiratoire à l'urée qui se fait en laboratoire de ville à 6 semaines. Et attention, pour que ce test soit valable, il faut bien que ce soit fait 2 semaines après l'arrêt des IPP et 6 semaines donc après la fin du traitement antibiotique. Et la fibroscopie de contrôle, on l'a fait, mais surtout pas trop tôt. Il faut attendre au moins 3 mois après la fin du traitement d'éradication pour que ce soit interprétable. Et attention, parce que vous allez voir que sur vos résultats anapathes de cette fibro de contrôle, les anapathes vont très souvent vous rendre, alors si vous avez de la chance, ils vont vous rendre que c'est une rémission complète et qu'il n'y a plus du tout de cellules lymphomateuses, mais très souvent, ce qu'on va voir, c'est cet aspect qui est décrit comme PMRD, d'après cette classification, là, qui est une classification du groupe du GELA, GELA, qui a été publiée en 2012 ou 2013. Et cette PMRD, ça veut dire Probable Minimal Residual Disease. Et en gros, ça veut dire qu'il y a encore des petits agrégats de cellules lymphoïdes, qu'on voit encore un petit peu de lympho, mais en fait, on s'est rendu compte maintenant avec le recul que ça n'a que très peu d'impact sur l'évolution clinique des patients. Et en général, donc on tolère cette PMRD, on va simplement faire des fibroscopies de contrôle, mais espacées, hein, c'est vraiment pas des patients sur qui on va se jeter. Et on sait que la survie globale à 5 ans, elle est excellente, à 92%. Il y a très très peu de rechutes, y compris quand votre anapathe de réévaluation vous a conclu une PMRD. Pour le traitement maintenant anti-hépatite C, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait un pourcentage assez variable de lymphome de la zone marginale qui peut être associé à l'hépatite C.
avec plus ou moins une charge virale positive associée. Dans cette étude qui a été publiée par l'Italien qui a fait toutes les études sur les zones marginales et l'hépatite C, Luca Arcaini, qui a été publié en 2014, il a étudié sur 100 patients qui avaient des LNH associés à l'hépatite C, dont 60 zones marginales, un traitement antiviral en première ligne. Donc dans son étude, c'était de l'interféron ou du PEG-interféron, et avec des taux de RC qui étaient quand même très bons pour des patients qui avaient uniquement un traitement antiviral, hein, pas d'une chimiothérapie associée. RC 44%, réponse globale 82%, avec un impact pronostique important de la négativation de la charge virale VHC. Avec donc une OS, donc une survie globale à 50, 92%, et une PFS à 50, 63%. Toujours pour rester sur le MALT, sur les thérapies donc ciblées, on peut opter pour la radiothérapie, un traitement qu'on va volontiers choisir hein, quand on est sur une atteinte vraiment localisée, avec en général une dose de 30 gray, éventuellement 30 à 40 gray, ça dépend des études, mais nous souvent ce qu'on propose c'est 30 gray, avec une PFS qui est excellente, hein, quasiment 90% à 10 ans, très peu de rechutes. Voilà, c'est vraiment le traitement un peu de choix qu'on va choisir pour des formes localisées, des patients qui nécessitent d'être traités. Donc là, je vous ai fait un petit schéma de synthèse justement de toutes les premières lignes parce que j'ai peur de vous avoir un petit peu embrouillé. Globalement, pour les maltes, si c'est localisé et que c'est bien sûr faible masse, on va opter pour de la radiothérapie, je pense de manière vraiment privilégiée. Quand j'ai mis chirurgie selon localisation, c'est qu'en fait, nous, on va jamais appeler le chirurgien en lui demandant d'enlever le lymphome du MALT. C'est juste que très souvent, les patients arrivent à la consultation avec le nodule de la paupière qui a été retiré par l'ophtalmo, la parotide qui a été retirée par l'ORL. Dans ces cas-là, et qu'il ne reste plus rien, bon, bah, on considère qu'il n'y a pas besoin de faire de traitement complémentaire, contrairement aux lymphomes de haut grade, hein, pour lesquels on va toujours faire un traitement même quand il n'y a plus de tumeur évaluable. Là, on va se contenter du traitement chirurgical qui a été fait, mais nous-mêmes, on ne va jamais poser l'indication d'un traitement chirurgical. Pour les maltes gastriques, donc là, comme je vous ai dit, ça ne dépend pas du côté du caractère symptomatique ou non, hein, on va toujours le traiter, toujours le traitement séquentiel quand c'est associé à l'Helicobacter pylori et même quand ça ne l'est pas associé, pardon. Et si c'est forte masse ou qu'il y a une localisation multiple du MALT ou qu'il y a une contre-indication quelconque à la radiothérapie, c'est là qu'on va opter pour un traitement systémique, donc ceux dont je vous parlais tout à l'heure, le R-chloraminophène, qui est selon le protocole IUSLG 19, je ne sais plus lequel. Je vous laisserai regarder le schéma, là aussi, si vous voulez avoir des précisions croustillantes sur les durées de nombre de semaines de chloraminophène et intervalle entre irituximab. Et donc le R-chloraminophène, on va avoir tendance vraiment à proposer ça aux patients qui soit sont un petit peu âgés, soit nécessitent un traitement systémique parce qu'ils ont plusieurs localisations, mais ils ne sont pas franchement forte masse, ou en tout cas ils ont peu de conséquences de leur lymphome. Si réellement ils sont forte masse, qu'ils sont jeunes, on va parfois opter plutôt pour R-bendamustine, donc un traitement qui sera quand même un peu plus fort, avec le même schéma évoqué tout à l'heure, 90 mg mètre carré, J1, J2. Et en général, on part sur 6 cures, sachant qu'on peut se permettre, pour les maltes, de s'arrêter à 4 cures si on a une rémission complète sur l'évaluation après 3 cures. Donc vraiment, là, je parle uniquement pour les maltes. On se permet parfois de limiter l'Herbanda à 4 cures, ce qui permet peut-être quand même de limiter un peu la casse sur les effets secondaires au long cours, quand on a donc une bonne réponse après 3 cures. Pour les zones marginales spléniques, avant, on proposait beaucoup la splénectomie. Maintenant maintenant qu'on sait qu'on a un peu de recul sur la monothérapie par rituximab et qu'on voit que ça marche bien, en général, c'est ça qu'on propose. C'est vraiment très rare maintenant qu'on propose de faire une splénectomie en première ligne pour une zone marginale splénique. Donc en général, restez vraiment sur le R seul. Et encore une fois, quand il y a une indication formelle au traitement, d'accord? Sinon, ça va être de l'abstention. Pour les zones marginales maintenant ganglionnaires ou nodulaires, donc ceux qui sont, vous vous rappelez, beaucoup plus rares, quand ils sont faible masse, on va opter plutôt pour de la radiothérapie, faible masse et localisée bien sûr, selon le même schéma, 30 gray comme pour les maltes. Hein. Et s'ils sont forte masse, on va opter pour la Herbinda, mais cette fois, comme on sait que les nodulaires, c'est quand même une entité qui répond un petit peu moins bien au traitement, on va en général rester sur 6 cures. Même s'il y a une bonne réponse intermédiaire, en général, on ne s'arrête pas avant et on fait les 6 cures de Herbinda. En pratique,
Donc le Ritux, je vous disais, le schéma du Ritux monothérapie pour les zones marginales spléniques, c'est le schéma hebdomadaire 6 semaines, puis tous les 2 mois pendant 1 an, avec l'intérêt prouvé du traitement d'entretien. Pour la Herbinda, c'est le schéma donc J1J2 90 mg/m² avec des intercures de 28 jours et non pas de 21 jours, hein, sinon vous allez être beaucoup trop toxique, surtout sur le plan hématologique. 6 cures, sachant que pour les maltes, on peut se permettre de s'arrêter à 4. Pour le herclorambucil, je ne vous ai pas mis les détails parce que honnêtement, c'est chiant et pas très intéressant à retenir par cœur. Je voulais juste vous mettre en garde sur le plan pratique. Vous allez voir que très souvent, les patients, notamment les patients qui ont des SMZL, donc les formes spléniques, plus ou moins leucémiques, quand ils ont des hyperlymphocytoses majeures, c'est-à-dire supérieures à 100 giga par litre, ou qu'ils ont des très grosses rates, vous verrez que souvent on vous met en garde sur l'administration du premier Ritux, ou des premiers Ritux d'ailleurs, hein, parce que parfois ça peut se poursuivre sur les injections suivantes s'ils gardent une hyperlymphocytose importante ou que la rate n'a pas complètement régressé. C'est vraiment des patients qui sont à très haut risque de faire des réactions graves au rituximab, et qui peuvent éventuellement faire des syndromes de Leigh ou des CIVD associés, les réactions, mais c'est surtout les réactions à la perfusion qui sont importantes. Voilà. Donc souvent ce qu'on fait, donc, parce que c'est bien de le savoir, mais du coup c'est bien aussi d'en tenir compte. Alors ça pareil, c'est très centre dépendant, je pense qu'il n'y a pas de papier qui prouve l'intérêt de faire telle ou telle technique, mais il y a certains médecins qui aiment bien couper le Ritux en 2, donc plutôt que de faire 375 mg/m² en une fois, on va faire 100 mg dose totale à J1 et puis le reste de la poche le lendemain. Ou alors des médecins qui préfèrent faire d'abord la chimio. Donc par exemple, si vous êtes sur de la Herbinda, faire d'abord la bendamustine, et puis seulement une fois que vous avez fait vos 2 jours de benda, faire le rituximab. Faire un espèce de, entre guillemets, debulking avec la bendamustine avant de faire le Ritux. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucune étude randomisée qui a étudié les 2 techniques, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on se méfie de ces patients-là. Et en général, du coup, vous ne les mettez pas en hôpital de jour pour le premier R. Voilà pour les premières lignes. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Il y a beaucoup d'infos, mais je pense qu'une fois que vous aurez le topo, ça va, c'est bien stratifié, résumé dans vos têtes? Ok. Pour les patients maintenant qui sont en rechute ou réfractaire, là aussi, il y a 0 consensus et je pense qu'il y a encore moins de consensus que pour le lymphome folliculaire. Vous verrez que le lymphome de la zone marginale, comme s'en plaint souvent notre chef de service, c'est un peu le parent pauvre de la recherche clinique, alors que c'est quand même une maladie, vous avez vu, qui n'est pas si rare. Certes, ça touche plus les personnes âgées, donc c'est peut-être pour ça que ça intéresse un peu moins les promoteurs, mais c'est vrai que c'est une maladie pour laquelle il y a beaucoup moins de consensus et d'options que pour les autres lymphomes, alors que c'est quand même pas une maladie si rare. Donc en tout cas, en rechute, en deuxième ligne, qu'est-ce qu'on va avoir sous la main en fonction bien sûr du profil du patient et du type de rechute? Vous allez pouvoir là aussi proposer du lénaludomide si vous voulez. Le protocole Augmente, dont on a parlé tout à l'heure aussi pour lymphome folliculaire, il a aussi inclus des zones marginales. Je vous laisserai regarder la publication si vous voulez les détails. Là, c'est publié en 2019, avec des résultats qui sont plutôt bons. Après, ce qui est un petit peu bizarre, vous verrez dans ce protocole Augmente, c'est que ça a comparé rituximab Revlimid contre rituximab seul, ce qui est quand même pas une option classique qu'on propose, en tout cas pour les folliculaires en deuxième ligne. Enfin, c'est un protocole pour lequel je trouve qu'il y a quand même beaucoup à redire. Mais bon, je vous laisserai vous faire votre propre idée. En tout cas, voilà, c'est quand même un schéma qui peut être envisagé pour une deuxième ligne de zone marginale. L'idéal lisible, là aussi, a été étudié, ça existe. Vous avez l'ibrutinib, qui n'a pas d'AMM non plus dans cette indication, hein, mais qui a été publié en 2017 dans Blood avec un taux de réponse globale de 48%. Très peu de réponses complètes, mais bon, à la limite, c'est pas très grave, parce que parfois pour les lymphomes de bas grade, on peut se contenter d'avoir une réponse partielle, hein, si le patient va bien. Notre objectif, c'est pas forcément d'avoir une réponse complète, hein, ça j'aurais dû vous le dire aussi dès le début, mais les objectifs sont pas les mêmes que pour un lymphome agressif. Pour ce qui est des choses qui sont plus récentes ou des essais en cours, donc là très récemment à l'ASH, il y a eu la publication des résultats du protocole Magnolia, qui est un protocole qui étudiait le zanubrutinib, qui est donc un autre inhibiteur du BTK, donc même famille que l'ibrutinib, mais une nouvelle génération, on va dire, avec des très bons taux de réponse globale, en tout cas meilleurs qu'avec l'ibru, 74%, 24% de réponse complète, avec une PFS à 6 mois qui est très bonne. On a également l'essai Malibu. Alors là, pardon, j'aurais pas dû vous le mettre sur cette diapo, excusez-moi, parce que c'est pas pour les rechutes réfractaires, c'est en première ligne. On étudie
rituximab et ibrutinib en première ligne pour les zones marginales spléniques et les maltes. Je vous ai passé d'autres essais pour lesquels les résultats n'étaient pas spectaculaires. Notamment, il y a eu un essai qui s'appelait Citadel 204 avec un inhibiteur de PI3 kinase qui s'appelait le Parsaclisib, qui a eu je crois que le taux de réponse globale était de moins de 50%, réponse complète 6%, avec quand même pas mal de tox. Donc, je ne voulais pas noter là parce que ça me paraissait pas révolutionnaire. Et puis, il y a également les CAR T-cells qui vont venir. Donc, dans Zuma 5, il y avait un certain nombre de lymphomes de la zone marginale, hein, qui évidemment qui ont très bien répondu aussi. Voilà. Bon, encore une fois, il n'y a vraiment pas beaucoup d'essais ouverts quand même sur les zones marginales. Donc, comme je vous le disais, ce qui est vraiment important pour le ou les lymphomes de la zone marginale, c'est d'être sûr de votre diagnostic. Et autant la première ligne, je pense qu'on arrive à peu près à se mettre d'accord dessus, quoique c'est toujours l'occasion de beaucoup discuter quand même souvent. Autant la deuxième ligne, elle est clairement très peu établie, je pense beaucoup moins que pour la plupart des autres lymphomes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là, je ne vous ai pas trop embrouillé. Est-ce que ceux qui sont en distance ont des questions? Bon. Pour ça, je vous ai complètement perdu et endormi. Soit c'était extrêmement clair et adapté. je vais penser à la deuxième option. Bon. Bah écoutez, dans ce cas, je ne sais même pas quelle heure il est. On est un peu en avance, mais si vous avez aucune question, très bien. Bah, la séance est close alors. Merci. Bon, c'était pour les phases socles, genre. Non, mais c'est tout. Oui, en fait, je pense que vous l'aurez sur le. Sur le site. Je pense que vous l'aurez sur le site, ouais. Merci à vous. Bah, de rien. Bonne CV.